L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. L'économie autrement, c'est votre nouveau rendez-vous avec l'économie sur Radio Grand Lac. C'est tous les 15 jours, le mardi de 18h15 à 19h15. Bonjour à toutes et à tous et soyez vraiment les bienvenus. Dans chaque émission, une nouvelle thématique est décryptée pour vous avec nos experts. De quoi va-t-on parler ensemble cette semaine ? Sommaire. Moins 164 milliards d'euros en 2022, c'est tout simplement un déficit commercial record en France. Alors oui, les importations de gaz, d'électricité et de pétrole expliquent en partie cette dégradation, mais il faut bien l'admettre, le compte n'y est pas. Les entreprises françaises doivent davantage exporter. Alors, comment faire pour enrayer cette tendance ? Quelles sont les clés de réussite à l'international ? Quels sont les leaders de Savoie et de Haute-Savoie ? L'économie autrement, numéro 3, consacré à l'internationalisation des entreprises. C'est parti et c'est maintenant avec deux invités. Éric Renevier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à ECO Savoie-Mont-Blanc, hebdomadaire économique qui fait sa une cette semaine sur la coopérative de Yenne, le bon coup du lait. C'est à découvrir donc cette semaine dans votre hebdomadaire. Vous êtes donc avec nous. Merci beaucoup. Avec nous également Francis Rowe, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dirigeant de Simalp Télévision. On peut également remarquer que vous êtes ancien juge au tribunal de commerce de Chambéry, également conciliateur de justice. Alors on va commencer justement avec vous, Francis. On le disait dans le sommaire, 2022, ça a vraiment été une année, vraiment une triste année record pour le déficit commercial en France. Comment peut-on l'expliquer ? Moins 164 milliards d'euros. Alors, Jérôme, cela demanderait des heures d'études en école de commerce, tellement le sujet est complexe. Si vous n'avez pas peur des mots, nous pouvons parler d'effondrement, de ce qui est conduit d'appeler notre balance commerciale. Ce déficit, en effet, a été de 165 milliards, vous l'avez rappelé, en 2022, contre 85 milliards d'euros en 2021. Les raisons de ce solde négatif sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Structurelles avec un simple exemple qui explique le déclin économique de la France et en Europe. L'industrie en services marchands pesait 35% du PIB à la fin des années 70. En 2022, 2,4%, 20% en Allemagne. 12,4, oui. 12,4. Donc en fait, on est passé de 35% à 12% à peu près. Voilà, là on peut considérer que nous sommes dans un véritable effondrement sur une très longue période. Et on peut se poser la question, que s'est-il passé ? Avant, nous produisions ce que nous vendions. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays essentiellement acheteur de ce que nous ne produisons plus. Et à cela s'ajoutent des centaines de milliers d'emplois à haute valeur ajoutée, détruits. Dur à dire, mais la France n'est plus un pays industrialisé. Certains parlent de débâcle. Je suis plus nuancé. Je parle d'un pays abîmé en la matière qui demande réparation, soit des réparateurs. Sur votre thème, l'exportation, donc qui exporte aujourd'hui un vrai savoir-faire français. Il convient donc de faire un vrai diagnostic pour avancer des solutions. C'est toujours difficile de faire un diagnostic et c'est toujours aussi difficile de trouver des solutions. Néanmoins, il en existe. Oui, j'imagine que nous allons évoquer ce qui pourrait apparaître comme des solutions, parce que pour l'instant, on est dans un diagnostic qui n'est pas particulièrement réjouissant. Aujourd'hui, notre PIB est constitué de 2500 milliards et essentiellement construit sur du tertiaire. On est passé d'une économie très industrielle à une économie tertiarisée, où en fait on a délaissé les industries pour aller davantage vers une économie des services. Oui, c'est-à-dire on a fabriqué une sorte de PIB de l'immatérialité, si j'ose m'exprimer ainsi. Un PIB qui progresse plus ou peu, plus ou moins 1, plus ou moins 1,5 par an, insuffisant. Cela explique cela. Conjoncturel, bien sûr, la dégradation de notre solde énergétique à hauteur de 60%. Le déficit commercial actuel est en partie lié effectivement à la crise énergétique actuelle. Là, on est dans le conjoncturel et en effet, c'est un éclat considérable. Nos échanges de produits industriels pour 40%. Nous avons perdu également énormément de parts de marché dans pratiquement tous les secteurs industriels. Il convient de rappeler que nous sommes désormais dans une économie de concurrence mondialisée impitoyable et essentiellement à moindre coût. La Chine est devenue l'usine du monde entier, tout le monde le dit. On est obligé de parler de la Chine, forcément. Oui, la Chine est devenue l'usine du monde. Voilà. Et surcroît, elle possède 30 à 40% de la dette du monde occidental
Ce qui fait finalement créer une sorte de statu quo, tout le monde a besoin de tout le monde. C'est d'ailleurs un peu reposant de savoir que tout le monde a besoin de tout le monde. Solution, réindustrialisation à marche forcée pour espérer redevenir compétitif. Alors un vœu pieux avec un point d'interrogation, je ne le crois pas. Je pense que nous avons des solutions. Alors, c'est vrai que quand on veut se développer à l'international, finalement, il y a 3 leviers, si on veut résumer. La première étape, c'est j'ai un siège social, effectivement, en France et j'exporte mes produits à l'étranger. Il y a une deuxième étape, c'est créer une filiale à l'étranger. Donc là, j'ai effectivement mon siège social en France et je peux avoir une implantation dans un autre pays. C'est la deuxième étape. Et puis, il y en a une troisième, c'est de devenir carrément une multinationale. Je pense que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent connaissent des multinationales. On va citer peut-être une des entreprises les plus connues, McDonald's, c'est une multinationale. Mais toutefois, on peut le dire, l'internationalisation, ça n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Non. Et d'ailleurs, il me semble sans doute nécessaire de rappeler ce qu'est une entreprise, en quelques mots. Que vous prévoyez de vendre des avions, des bateaux, des voitures, des produits de beauté, des skis, du vin, du fromage. On est en Savoie quand même, on est dans les pays de Savoie, mon cher Eric. Ou un service, grande ou petite entreprise, y compris d'ailleurs les ordres religieux. Je lisais récemment, mon cher Jérôme, que des moines de Ganagobi, associés au groupe milliardaire L'Occitane, coté en bourse à Hong Kong, ils vendent leurs savons, leurs produits cosmétiques, baumes décontractants. Voilà. Même nos moines deviennent des exportateurs et des industriels. Et les principes sont les mêmes, et plus particulièrement à l'export. D'abord, pour réussir, il faut avoir un produit capable de franchir les frontières avec succès. La première des priorités. Il faut avoir un bon produit. Et oui. Compétitif. Deuxièmement, le plan d'action performant, une stratégie parfaitement établie, adaptée à l'international. Donc autrement dit, il ne faut pas se lancer tête baissée, il faut avoir réfléchi, mûri une stratégie. Alors je n'ose dire que je suis en train de donner quelques conseils, mais comme c'est du vécu, puisque nous avons été à un moment donné numéro 2 aux États-Unis, donc il a bien fallu à un moment donné comprendre le marché américain et construire un projet d'implantation de nos produits depuis Pittsburgh il y a quelques années maintenant, ça remonte à loin. Des budgets en phase avec l'ambition affichée. On parle souvent de sous-capitalisation, on aura l'occasion de revenir dessus. Oui. Des budgets en phase avec l'ambition affichée, le suivi des banques. Oui. Et donc si on a un business plan derrière qui est bien ficelé, normalement la banque doit suivre. C'est ce que je viens de dire, voilà, effectivement. Donc, et une RH au top. C'est très important. Des ressources humaines. On aura l'occasion d'en parler. Une équipe engagée, motivée, compétente, associée au projet. Et bien sûr, quand on est à l'international, en France aussi, bien sûr, les pactes d'associés, les partenariats de distributeurs avec, par exemple, des points de vente multi-pays. Connaître le droit de chaque pays en matière commerciale. Oui, c'est très... Se faire accompagner donc. Éviter les pièges juridiques, avoir de bons avocats spécialisés. Ainsi, pour conclure, sur ce point, l'entreprise a constitué son savoir-faire. Sixième point, il convient ensuite de mettre en place le faire savoir. Oui. Je pense qu'on a un déficit souvent en la matière. La communication interne, externe, qui va venir consolider la motivation générale, externe et interne. Donc on l'a vu, Francis, il y a une méthode à respecter, il y a une méthodologie, il y a un raisonnement à acquérir. Eric, rédacteur en chef à ICOS Savoie-Mont-Blanc, on a parlé de la méthodologie avec Francis, on a vu d'une manière générale ce déficit abyssal du commercial pour la France. Mais finalement, qu'en est-il en Savoie et en Haute-Savoie ? Est-ce qu'on peut dire que ici, on a un territoire dynamique qui vient quelque part enrayer cette tendance négative au niveau national? Et complètement, et je remercie doublement Francis Rowe pour son introduction et pour le rôle qu'il me donne. Il a pris toutes les mauvaises nouvelles pour nous les donner et il me laisse annoncer les bonnes. Parfait. C'est très sympathique à lui. Non, effectivement, on est un territoire historiquement excédentaire et on le reste encore. Pour vous donner un ordre d'idée, la Savoie, l'année dernière, c'est plus de 300 millions d'excédents commerciaux. La Haute-Savoie, c'est plus de 900 millions. Plus 300 et plus 900 millions. Plus 900. La différence entre les exportations et les importations. Il y a trois autres départements qui se débrouillent bien dans la région. C'est l'Allier et c'est la Drôme. Et puis c'est l'Ain. L'Ain étant le premier département industriel de France,
est aussi un des plus excédentaires. Mais en dehors de ces 5-là, les autres sont déficitaires. Donc nous sommes parmi les territoires les plus dynamiques et les plus excédentaires, effectivement, au niveau Savoie, Haute-Savoie. Donc on peut dire que Auvergne-Rhône-Alpes, d'une manière générale, contribue favorablement à la balance commerciale excédentaire. Non, parce qu'il n'y en a que 5 sur 12 qui sont excédentaires. Allier, Drôme, 1, Savoie, Haute-Savoie. Donc le compte n'y est pas. Les 7 autres sont déficitaires et les gros, entre guillemets, les gros en niveau population que sont le Rhône et l'Isère sont nettement déficitaires. Donc non, Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas excédentaire. Mais par contre, Savoie et Haute-Savoie contribuent favorablement. Savoie et Haute-Savoie le sont historiquement, oui. Et le profil type des exportateurs en Savoie et en Haute-Savoie, est-ce qu'il y en a un ? Quel est le profil type d'entreprise ? Il y en a pas vraiment. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en Savoie, on est quand même beaucoup plus porté sur l'exportation, j'allais dire presque de matières premières, des aciers, de l'aluminium, de la chimie de spécialité, des métaux spéciaux, etc. Et derrière suivent des métaux transformés, des biens de consommation. En Haute-Savoie, c'est plus diversifié. On a de tout. On a de l'agroalimentaire, on a des eaux minérales, on a des volets roulants, on a du décolletage. C'est beaucoup plus diversifié en Haute-Savoie. Mais du coup, l'industrie en Savoie et en Haute-Savoie contribue là aussi. Dans les deux cas, c'est très essentiellement l'industrie. Alors on peut très bien dire que le tourisme en Savoie-Mont-Blanc est quelque part excédentaire, parce qu'un tiers de la clientèle dans nos stations, c'est des étrangers. Donc on peut considérer qu'on fait de l'export, mais c'est de l'export en apportant du tourisme sur nos territoires. C'est un peu différent. Non, l'essentiel, l'ultra-majorité de notre excédent commercial, il tient à l'industrie. Et c'est plutôt des grandes entreprises, là, en l'occurrence. C'est majoritairement des grandes industries, mais pas des très grandes forcément, parce que notamment dans le décolletage, il peut y avoir des PME ou des ETI qui ont entre quelques dizaines et 200 salariés. On n'est pas forcément obligé d'être McDonald's pour être un bon exportateur. Et quand on parle d'entreprises qui exportent, le pourcentage du chiffre d'affaires exporté va environ de 20 à parfois jusqu'à 100%, c'est ça ? Ouais, à peu près. Il peut y avoir des entreprises qui ont toute leur activité à l'export. C'est assez rare, mais ça se peut. C'est des fournitures de métaux très spéciaux qui desservent l'industrie, et une industrie, comme l'a dit Francis tout à l'heure, qui existe moins en France. Alors forcément, elles servent une industrie qui est à l'étranger. Mais la plupart des entreprises n'ont qu'une petite ou une minorité de leur chiffre d'affaires basé à l'export, mis à part quelques exceptions qui sont dans notre top 500. On oublie un top 500 annuel. Et ceux-là, effectivement, peuvent aller jusqu'à 60, 75, 90% de leur chiffre à l'export, et sur tout type de biens. Et c'est possible d'avoir une entreprise qui exporte la quasi-totalité de son chiffre d'affaires. Ça, c'est possible aujourd'hui. Oui. Une entreprise, on n'est pas très loin de Chambéry ici, comme Owens Corning, ex-Vetrotex, OCV, exporte la quasi-totalité de sa production. Et comment on peut expliquer qu'une entreprise basée en France exporte la majorité de ses produits à l'étranger ? Il peut y avoir plusieurs raisons. C'est un savoir-faire historique et très particulier qui n'a pas su être copié ailleurs, ou qui reste le plus compétitif par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, ou simplement c'est une question d'opportunité, d'historique sur le marché et de continuité de tout ça, ou d'innovation dans certains cas, parce qu'on vient d'inventer un produit innovant, mais ça, c'est un peu plus rare en ce moment. Alors, Francis, le recul des exportations est à mettre en perspective aussi avec le recul de l'industrie en France. On a déjà commencé un peu à en parler il y a quelques instants. Oui, Eric a rappelé quelques bonnes nouvelles. Il y en a en effet. J'ai sur les yeux Salomon, donc qui a passé le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires et qui exporte 90%. Donc ça, voilà. Donc il y a des pépites. Sachant que c'est un peu particulier pour Salomon, pardon de vous couper, Francis, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a son siège en Haute-Savoie, mais dont la production est à l'étranger, et qui fait fabriquer à l'étranger pour faire passer dans la comptabilité au niveau financier par le siège français et réexporter vers d'autres pays que là où c'est produit. Donc c'est des cheminements un peu particuliers, un peu plus complexes. Je vous ai tendu un piège, mon cher, et vous êtes tombé dedans. Et donc, Francis, effectivement, l'industrie est en recul, malheureusement, en France ? Oui, il me semble que tout a été dit lors de votre question précédente. Et décider, vous savez, dans quelques circonstances de la vie des entreprises ou de la vie tout court, décider d'aller vers un projet, c'est renoncer d'aller vers un autre. Avec l'effort à accomplir, si la trajectoire est mauvaise, eh bien, aujourd'hui, nous sommes dès maintenant engagés dans un processus extrêmement difficile. Condamné, vous voulez dire ? Là, pas condamné, mais il va falloir mettre énormément d'efforts dans la reconstruction de la réindustrialisation. Comme le disent les Chinois, puisqu'on va parler d'eux et on en parle beaucoup, ils disent la moitié de 10, c'est 9. Oui. Vous connaissez cette formule.
Soit pour réaliser 90% de son objectif, il faut mettre 50% d'énergie. Et pour faire les 10% restants, il faut remettre 50% d'énergie. Vous voyez l'effort. D'où, d'ailleurs, les nombreux échecs par épuisement en fin de partie. Avant de marquer une première pause dans cette émission, j'avais envie de vous poser à tous les deux une question. Est-ce qu'il faut forcément être une grande entreprise ? Vous m'avez dit non, il faut plutôt être une PME, voire une petite entreprise. Est-ce que néanmoins, une entreprise de moins de 10 salariés peut aujourd'hui se permettre d'aller à l'international, de faire de l'exportation dans un premier temps ? Oui, si elle est très innovante ou si elle a le réseau pour. Et j'ai visité une conserverie artisanale, la dernière de France en montagne, qui a 4 salariés et qui se trouve à exporter en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, tout simplement parce qu'elle a trouvé des relais, des gens qui aimaient ses produits et qui se sont dit, tiens, quand je vais rentrer au pays, moi, je vais m'efforcer de les commercialiser et d'être le relais commercial de cette entreprise que j'aime bien. Donc là, c'est un petit peu un hasard, mais il n'y a pas besoin d'être une très grande entreprise, même une TPE, ultra TPE peut exporter. Francis ? On a beaucoup parlé, bien évidemment, de produits manufacturés et exportés, mais il y a également la notion de service. La France vend de l'intelligence. Elle vend de la matière grise. Bien sûr, il faut. Donc, quelquefois, il suffit d'une seule personne qui, finalement, va remplir cette mission à l'exportation en vendant des idées. Et puis un caractère qu'on peut-être on explorera un peu plus tard, mais c'est le caractère frontalier. Et on a un territoire doublement frontalier avec l'Italie, avec la Suisse, et un charpentier de Haute-Maurienne qui va aller travailler un petit peu de l'autre côté du Mont-Cenis fera de l'export, même s'il est tout seul. Et pareil pour un fournisseur de restauration qui va aller servir un restaurant en Suisse quand il est à Ville-Lacran, il sera à 5 km de chez lui, mais il sera pourtant à l'international, et même si c'est une TPE. 18h32 sur Radio Grand Lac, si vous prenez cette émission de cours, c'est l'économie autrement, et on parle aujourd'hui d'internationalisation des entreprises, et on l'a rappelé, moins 164 milliards d'euros pour le solde du commerce extérieur en France, et on l'a vu dans cette première partie, la Savoie et la Haute-Savoie tirent vers le haut le commerce extérieur, mais malheureusement ça n'est pas suffisant puisqu'on a quand même ce déficit commercial. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h37 sur Radio Grand Lac. Vous êtes dans l'économie autrement et on parle aujourd'hui d'internationalisation des entreprises avec Éric Renevier, rédacteur en chef à Eco Savoie-Mont-Blanc, qui fait sa une cette semaine sur la coopérative de Yenne, le bon coup du lait. Et également avec nous Francis Rowe, qu'on peut présenter comme expert en stratégie d'entreprise. Vous êtes dirigeant de Simalpe Télévision, ancien juge au tribunal de commerce, également conciliateur de justice. Alors, on parle effectivement d'internationalisation, et après cette première partie où on a dressé un petit peu le constat sur les entreprises, eh bien on va se demander dans cette deuxième partie quels sont finalement les exportateurs de Savoie et de Haute-Savoie. Éric, on va commencer avec la Savoie. Quels sont les noms de ces entreprises justement qui sont à l'international et qui exportent ? Eh ben, tout dépend quel prisme on prend. Est-ce qu'on prend celui du pourcentage en chiffre d'affaires, ceux qui exportent le plus par rapport à la production totale ? Si c'est le cas, alors on retrouve ce dont je vous parlais tout à l'heure, OCV à Chambéry, Owens Corning Vetrotex. On retrouve MSSA. Alors Owens Corning Vetrotex, c'est des produits basés à base de fibres de verre. Très technologique. MSSA, chimie de spécialité. Niche Fused Alumna, ça c'est l'usine pour les vieux savoyards comme Francisco. L'usine des Corindons à la Bâtie, elle a changé 10 fois de nom, plus personne connaît son nom actuel. Mais c'est pareil, c'est de la matière industrielle qui est exportée vers d'autres industriels dans le monde. Donc c'est beaucoup d'entreprises qu'on appelle ça dans le B2B en fait, quasiment dans le top 20, c'est quasiment que du B2B, sauf les siropiers, Routin et Dolin qui font du sirop. Que tout le monde connaît en Savoie en tout cas. Et sauf bien sûr la plus connue des marques à l'export en Savoie, c'est Opinel. Opinel. Donc Opinel est dans le top 20 aussi en pourcentage de chiffre d'affaires comme en masse du chiffre exporté. Pour Routin et Opinel, on a combien de pourcentage du chiffre d'affaires à l'export ? Pour Opinel, on est à 45% et pour Routin, on est un peu plus, on est presque à 50% et ils ne cessent d'augmenter parce qu'ils ont une activité à l'export notamment vers les États-Unis qui grandit d'année en année. Intéressant. Et pour la Haute-Savoie ? Pour la Haute-Savoie, alors là, c'est un paysage un petit peu mieux différencié, on va dire. On retrouve des noms qui sont un peu mieux connus du grand public si on s'intéresse aux plus gros exportateurs en volume. Et j'ai parlé de Somfy, les volets roulants. Oui. J'ai parlé de Salomon qu'on a évoqué dans la première partie. Les eaux d'Évian, évidemment.
qui réalisent quand même 600 millions d'euros à l'export. Ça fait que 41% de leur production totale, mais ça fait quand même des volumes d'eau énormes. Stobli, constructeur de robots pour l'industrie, mais marque quand même assez connue. Et puis des gens qu'on connaît moins, ou peut-être qu'on connaît sur les maillots de foot, les Bontaz par exemple, un gros décolleteur sous-traitant de l'automobile qui produit beaucoup en France et qui exporte aussi vers les constructeurs allemands, voire asiatiques ou américains. Et puis après, des noms diversifiés, des pilotes, fabricants de stylos qui ont leur siège et leur production pour toute l'Europe, qui est basée près d'Annecy, à Lonzier. Des Entremont, qui exportent une partie de ses fromages à l'externe. Oui, Entremont, intéressant. Ouais, tout à fait. Papeterie du Léman, qui font des papiers spéciaux pour plein de choses, pour l'imprimerie, les notices pharmaceutiques ou même pour le papier cuisine, le papier cuisson. Et puis Baïkovski, ça c'est de la chimie de spécialité. C'est pas les yaourts, ne confondons pas avec les yaourts Baïko qui sont pas dans le top export. Et qui sont très bons aussi. Qui sont très bons quand même, mais qui exportent moins. Baïkovski, c'est de la chimie de spécialité. Donc vous voyez un paysage un peu plus diversifié, des sous-traitants de l'automobile, des biens de consommation, des robots. C'est un peu plus diversifié en Haute-Savoie qu'en Savoie. Mais le point commun, dites-moi si je me trompe, ça reste quand même très industriel. Ça reste très très industriel, ouais. Ça reste très industriel, quelle que soit l'industrie, avec quand même aussi une bonne partie de liée à la métallurgie d'une manière directe ou indirecte. Un Stobli qui fait des robots, les robots ils sont essentiellement en métal aussi, même s'il y a beaucoup d'électronique dedans. Et également. Je vais faire un rapprochement, dites-moi si je me trompe, mais si on a un taux de chômage relativement faible en Savoie et en Haute-Savoie, c'est parce que on a encore des industries qui sont porteuses, notamment à l'international. Oui, j'ai plus le chiffre en tête sur le taux d'industrie dans le PIB local, mais il est nettement supérieur à la moyenne régionale et à la moyenne nationale, effectivement. Et je pense que c'est une des explications au faible taux de chômage local. L'autre étant, au moins pour la Haute-Savoie, la proximité de la Suisse qui fait qu'il y a quasiment 100 000 frontaliers qui travaillent de l'autre côté de la frontière, et ça fait quelques dizaines de milliers de chômeurs potentiels en moins. Oui, et c'est important de le rappeler. Et ça permet aussi, au département de Haute-Savoie d'avoir ce qu'on appelle les fameuses compensations genevoises, en plus, qui ne sont pas négligeables. Non. Francis Rowe, un commentaire sur ces bons chiffres? Ces entreprises exportatrices que vient de citer Eric, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer un certain nombre, d'ailleurs ensemble il y a maintenant quelques années. Donc, si elles ont réussi leur pari, c'est qu'elles ont mis en place les moyens nécessaires. Stobli, Bokowski, tous ceux que vous avez cités, Eric, ils ont développé le savoir-faire et le faire savoir. La difficulté pour certaines d'entre elles, qui ont traversé des moments quand même un peu compliqués, si vous voulez, la vie n'est pas un énorme successful permanent. On ne fait pas 30 ans, 40 ans de développement, il y a des années plus dures que les autres. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non, et certaines ont traversé ces difficultés. La vraie problématique, c'est qu'il faut durer dans le temps, sans cesse se projeter. Rien n'est éternel. Et certainement pas en économie et en exportation. Résister aux intempéries économiques, sociales, concurrentielles, tarifaires, faire évoluer les produits, le marketing, la communication, et comme pour tous les pièges, la difficulté c'est de s'enfermer dans la zone de confort classique, et c'est ce que nous avons pu à certains moments avoir comme réflexion avec un certain nombre de ces entreprises qui s'en sont toutes très bien tirées. Donc ça rejoint la réflexion initiale, c'est qu'on peut avoir à un moment donné de difficultés. L'échec n'est pas à proscrire. L'échec est dans l'ADN de l'entrepreneur. Exactement. Donc sans échec, il n'y a pas de réelle réussite définitive. Il y a un moment donné, certaines d'entre elles ont traversé ces moments-là et ils ont magnifiquement rebondi, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Oui, et là on parle d'internationalisation avec cette première étape finalement qui est l'exportation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des entreprises qui font le choix non pas d'exporter, mais de relocaliser. C'est-à-dire qu'elles étaient à l'étranger, elles reviennent en partie ou en totalité en France pour relocaliser une partie de leurs activités. Quel est l'intérêt recherché ? Par définition, chaque entreprise, chaque produit a sa vocation, son destin, fournir le monde, vivre dans sa proximité, son territoire. Pour ces derniers, on nomme cela les circuits courts. J'aime beaucoup cette définition, là aussi, pour y mettre plongé à un moment. Ce qu'on appelle les circuits courts, Francis, pardonnez-moi, c'est quand on dit par exemple que je vais à la ferme qui est dans mon village pour aller chercher mes légumes directement à la ferme. En fait, c'est ça les circuits courts, pour résumer. C'est un circuit court magnifiquement écologique, oui. Mais j'en avais d'autres. C'est très important, les circuits courts. Par exemple, ici chez nous, le bois des Alpes. Oui. Une filière pourtant subventionnée qui a du mal à se frayer un chemin dans ce marché mondial, à faible coût venant d'Amérique du Sud ou des pays scandinaves, souvent en forme de grumes.
et qui lutte pourtant pour fournir du bois à construire, notamment écoles, équipements sportifs, indoor, bâtiments publics, maisons en ossature bois. J'ai eu l'occasion de suivre, par exemple, la réflexion d'un maire de la commune de Saint-Jean-d'Arvé, qui a bâti, c'est très concret, ça c'est un exemple concret, qui a bâti sa mairie, son école, avec des bois, des arbres qui se trouvaient juste au-dessus du village. Ou alors le pont en bois de Cognin. Pour ceux qui l'ont un jour vu, j'ai suivi toute la filière de fabrication de ce bois, des arbres qui venaient du Vercors, le scieur était à Verret, le lameleur était dans le Vivarais, en Ardèche, et celui qui faisait définitivement les piliers était à Valence. Et on a suivi le transport avec les motards jusqu'à Chambéry, jusqu'au pont de Cognin. Des piles de 30 tonnes et des camions, etc. Donc voilà un exemple très précis, parce qu'on peut parler jusqu'à demain des circuits courts, mais si on n'a pas des exemples à montrer, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut vraiment démontrer et prouver que les circuits courts, ça fonctionne. Et en voilà 2 exemples précis. Alors justement, vous avez parlé d'ailleurs, avant de donner la parole à Éric Renevier, rédacteur en chef à Éco-Savoie-Mont-Blanc, Francis, on sait que la filière du bois est particulière, en tous les cas en France, parce que on a besoin de bois, mais souvent on l'envoie à l'étranger et il nous revient en France. C'est une filière un peu particulière. Oui, bien sûr. Et l'essentiel des meubles d'ailleurs qu'on achète aujourd'hui en France viennent de Chine. Ne sont pas français. Non. Parce qu'on manque de bois, c'est ça. Et parce que, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous partez dans un projet, vous êtes gouré, trompé, ça veut dire que vous avez renoncé à ce qu'il fallait faire. Et donc, la filière bois, aujourd'hui, on est en train de redécouvrir qu'on a des forêts autour de chez nous et que la forêt française n'a jamais été aussi vaste qu'au XXIe siècle. Elle est plus grande, la forêt d'aujourd'hui, qu'elle n'était au Moyen-Âge. Ça veut dire qu'on a su planter, qu'on a su préserver, et aujourd'hui, on a une image de la forêt qui est complètement abscon. Elle existe, il faut l'exploiter, et puis quand on coupe, il faut replanter, et ainsi de suite. C'est une vraie filière. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a eu cette logique ces dernières années d'acheter des meubles à bas coût, et que la France ne sait pas faire les meubles à bas coût. Alors, nous rentrons là dans une autre question. D'une question intéressante qui est bien évidemment, je l'évoquais me semble depuis déjà, donc la mondialisation impitoyable qui détruit une partie de l'économie, une partie de la sociologie de ce pays, au détriment bien sûr de l'emploi, des entreprises, etc. Donc là, il y a un combat à mener. Alors pour les entreprises, on l'a dit, on peut exporter, on peut relocaliser. On a peut-être des exemples à donner, Eric ? Oui, des exemples, il y en a plusieurs, il y en a même de plus en plus et on peut s'en satisfaire. Et vous demandiez pourquoi, quel intérêt ils ont. Francis a commencé à l'expliquer. Il y a effectivement un intérêt de coût potentiellement, parce que quand on met tout dans le compte, entre le transport, le recyclage, les rebuts, les choses comme ça, finalement, ça peut être moins cher de produire en France par rapport à la Chine. Et pourtant, on pourrait se dire que c'est moins cher de produire dans des pays à bas coût. Mais finalement, non, ça peut être moins cher de produire en France. Plus le coût de main-d'œuvre pure est élevé, plus les pays à bas coût, comme on dit, ça veut dire bas coût de main-d'œuvre, sont intéressants. Mais sur des processus très automatisés, alors le différentiel est moins important. Et on sait d'ailleurs en Chine que les salaires ont bien monté ces dernières années. En plus. Donc le différentiel est de moins en moins important parce que les salaires chinois montent. Plus on automatise les process, plus c'est finalement rentable de produire chez nous parce que pour faire fonctionner une machine, il n'y a pas beaucoup besoin de main-d'œuvre et on économise sur le transport. On gagne souvent sur la qualité, sur les retours produits, sur le SAV, le service après-vente. On gagne aussi en maîtrise d'approvisionnement. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais pendant le Covid, on savait même plus faire un masque, on n'avait plus d'aspirine, on n'avait plus rien. Bon, le fait d'être sûr de ces approvisionnements parce qu'on les a en local, c'est quand même une sacrée garantie pour un industriel aussi, même sur des biens qui sont pas aussi vitaux que des masques pendant la Covid ou des défibrillateurs. Et on peut citer Mobilis d'ailleurs, Exactement, Mobilis, c'est une de ces entreprises qui relocalise. Elle produit des coques pour les ordinateurs et les téléphones, des coques de protection. Elle faisait certains de ses produits en Chine. Elle vient d'investir 6 millions dans l'extension de ses sites de production en France pour relocaliser une partie, enfin localiser, ils étaient en Chine avant, ils n'avaient jamais été en France, localiser en France. Pourquoi ? Pour les raisons évoquées. Elle gagne sur le transport, elle gagne sur la possibilité d'utiliser du matériel recyclé, des matières premières recyclées. Et au final, tout ça mis dans la balance fait que les coûts, ils prévoyaient des coûts maximum 15% au-dessus de la Chine.
ils sont arrivés au bout de 2 ans à des coûts inférieurs à la Chine. Et c'est intéressant de le dire parce que dans l'inconscient collectif, on pense encore que produire à l'étranger peut coûter moins cher. En fait, vous êtes en train de nous dire strictement l'inverse. Ça peut coûter moins cher de produire en France. Ça peut tout à fait coûter moins cher de produire en France, à condition que les process soient quand même très automatisés. Et qu'on mise aussi sur, 1, la norme, et 2, l'environnement. C'est-à-dire qu'on gagne aussi en environnement. Et une des causes de la relocalisation, ça peut être aussi l'environnement. Les industriels savent que de toute façon, ils vont avoir de plus en plus de comptes à rendre sur leur bilan carbone, etc. Et se disent, je vais commencer à relocaliser maintenant, et comme ça, je serai en avance. Et ça joue aussi en termes d'image. Et accepter un peu que les syndicats, finalement, pointent du doigt le fait que l'entreprise est quand même assez automatisé et qu'il n'y a pas forcément des entreprises remplies de salariés, quoi. Hein. C'est un peu ça l'idée aussi. Oui, mais les syndicats ne vont jamais être contre une relocalisation, même s'il est très automatisé, parce que c'est soit rien, soit un petit peu. Donc, de toute façon, le un petit peu, il sera toujours préférable. Oui. Et on a évoqué le cas de Salomon tout à l'heure pour dire qu'il produisait quasiment tout à l'international. Ils sont aussi dans un projet, c'est même pas un projet, l'usine maintenant existe, en Ardèche, avec le groupe Chamatex, avec d'autres marques comme Millet, pour relocaliser la fabrication de chaussures de sport en France, en Ardèche, là encore sur des lignes de production très innovantes, où il y a eu des millions et des millions d'investis dans l'innovation sur ces lignes de produits, et là encore, parce que c'est très automatisé, mais même sur du bien de consommation comme ça, c'est possible. Par contre, on dit que ça coûte peut-être un peu moins cher de relocaliser une partie de la production en France, mais le consommateur, lui, quand il passe à la caisse, il a l'impression que le Made in France, ça coûte quand même un peu plus cher. Encore une fois, ça dépend sur quel produit. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Et je pense que le consommateur est de plus en plus prêt à accepter de payer même un peu plus pour se dire que je fais un geste pour l'emploi près de chez moi et pour la planète au niveau environnemental. Cocorico. Oui, cocorico d'une certaine manière. 18h51 sur Radio Grand Lac. On marque une courte pause pour la 3e et dernière partie de l'économie autrement. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h55, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio Grand Lac pour l'économie autrement. On parle d'internationalisation des entreprises en compagnie d'Éric Renevier, rédacteur en chef à Eco Savoie-Mont-Blanc, qui fait sa une sur la coopérative de Yenne, le bon coup du lait, et avec nous également Francis Rowe, dirigeant de Simalp, également ancien juge au tribunal de commerce de Chambéry et conciliateur de justice. Et on continue de parler donc internationalisation des entreprises. Et dans cette 3e et dernière partie, on va vous donner des conseils. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous avez un commerce, vous avez une entreprise de plus grande taille, vous avez peut-être comme projet en 2023 ou en 2024 de vous lancer à l'international, mais vous ne savez peut-être pas comment le faire. Avez-vous les reins solides, comme on dit, pour pouvoir le faire? Et est-ce que vous avez la bonne stratégie? Dans cette émission, on va vous donner des conseils. Alors Francis, est-ce qu'on peut déjà donner quelques pistes de réflexion à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent? Bien, alors je reprendrai la formule biblique. Aide-toi, le ciel t'aidera. Alors effectivement, quand on est dans son projet, on a besoin de construire un environnement propice à la réussite. Alors, quelques exemples. La CCI, par exemple, ils sont préparés pour soutenir les projets, accompagner les réflexions, les implantations, la réactivité politique. Ce doit être à la hauteur d'un tel enjeu. Voir le site de Bercy, ministère de l'économie, qui propose de nombreuses aides à l'export. Le Team France Export, très important, le Team France Export, qui regroupe l'ensemble des aides de soutien. Bpifrance, par définition. Donc, pour avoir travaillé avec eux, je sais à quel point ils sont sensibilisés et engagés sur des projets de cette nature. La COFAS, ne jamais oublier qu'on est face quand même à un univers extrêmement concurrentiel, souvent impitoyable, et que être bien assuré, c'est bien. La COFAS, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. L'Europe, je tiens à rappeler, parce que je fais partie d'un think tank qui s'appelle l'UPA, l'Union pan-européenne, qui travaille sur ces sujets. Donc l'Europe aura un rôle essentiel dans les années et décennies à venir. Il faut rappeler que les principaux pays européens comme l'Allemagne et la France vont sortir du G8 à moyen terme. C'est écrit. Rattrapés par les pays émergents. Seule l'Europe restera prédominante. Dans ce cercle
très fermée. Et encore, elle sera en 3e ou 4e position. Les entreprises, qu'elles exportent ou pas, ne sont pas seules. Et ont simplement besoin de vision, de plan. Et ça, c'est le rôle d'un ensemble de partenaires, qu'ils soient politiques, institutionnels, banques ou autres. Et un regard extérieur aussi. Et un regard extérieur... avisé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que je ne sais pas si votre question porte sur l'Europe, mais... Non, d'une manière générale, un chef d'entreprise qui a la tête dans le guidon ou qui a la tête dans son business est parfois convaincu que ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire est la bonne stratégie. Ça peut faire du bien aussi d'être accompagné avec des gens qui sont extérieurs à l'entreprise, qui peuvent lui apporter un autre point de vue ou un point de vue complémentaire. Oui, alors on peut s'amuser à dire qu'un chef d'entreprise n'est pas nécessairement le plus intelligent, il a seulement la qualité d'avoir été le fondateur. Et ça, je dirais sa dextérité, c'est de savoir s'entourer des meilleurs, et pas seulement des meilleurs à l'intérieur, mais également dans son environnement de partenaires. Éric Renevier, rédacteur en chef à Eco Savoie-Mont-Blanc, comment on peut être aidé ? Francis a commencé à citer pas mal d'organismes pour venir en aide. Les consulaires, oui, CCI, mais aussi Chambre des métiers, parce que même les entreprises artisanales peuvent y aller. Les syndicats professionnels, ça peut être des syndicats de branche. On parlait du décolletage tout à l'heure. Il y a le SNDEC, ils ont des choses comme ça. Il y a un acteur qui de plus en plus est déterminant aujourd'hui, c'est Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'agence économique régionale. Pourquoi ? Parce que selon la loi NOTRe, maintenant, c'est la région et les intercommunalités qui ont la compétence économique. Et la région, avec tous ses moyens, est en train de structurer vraiment l'accompagnement des entreprises. Et que ce soit les consulaires ou Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, ils mettent en place des étapes qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'ils proposent des réunions de marché sur la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, etc. Par thématique. Et ils proposent aussi des déplacements sur des salons. Les plus gros salons, les principaux, par exemple le CES de Las Vegas, il y avait une quarantaine d'entreprises régionales, dont une petite poignée de Savoie-Mont-Blanc lors de la dernière édition. Ils préparent déjà la suivante. C'est un premier moyen. C'est un premier moyen d'aller à l'international. Vous avez une start-up innovante. Vous n'avez pas encore beaucoup de moyens. Vous savez pas comment distribuer, commercialiser, etc. Vous allez vous exposer sur ce salon professionnel. J'ai cité celui-là, mais on peut citer ISPO Munich ou d'autres salons à Barcelone, etc. Et des salons en Suisse, à Genève, pas très loin aussi. À Genève. CCI France-Suisse, par exemple. CCI France-Suisse aussi, tout à fait, pour les relations avec la Suisse. Et là, à partir d'un salon, vous faites les contacts, vous posez une première pierre et vous avez une première étape pour après développer des relations plus étroites avec un fournisseur, avec un distributeur, ou les deux, et enfin poser vos jalons pour avoir un vrai business à l'international après. Il faut pas avoir peur de se lancer, en fait. C'est ce que vous dites. Et l'export, finalement, c'est la première étape. C'est assez, entre guillemets, c'est assez peu risqué si on le fait prudemment de se lancer à l'export, parce que on peut y aller par étapes. Faut surtout pas, à mon avis, y aller fleur au fusil et mettre des gros moyens tout de suite sans avoir bien réfléchi. Mais il y a beaucoup d'accompagnement, y compris sur la possibilité d'avoir des représentants dans le pays avec les volontaires au service international, etc. Il y a des aides aussi pour avoir des gens qui vont aller pour vous sur place développer l'activité internationale à peu de frais, en tout cas à peu de risques. Jamais à risque zéro, faut pas non plus rêver, et heureusement, parce que quelque part, ça serait pas logique. C'est ce que j'allais dire. À peu de risques. C'est ce que j'allais dire, quand on se lance à l'international, on se dit ça va me coûter cher, mais finalement, l'exportation en soi, on garde le siège social en France, les coûts sont relativement limités. Par contre, c'est vrai que si je veux installer une filiale à l'étranger, voire même créer une multinationale, là, les frais seront peut-être différents. Mais en tout cas, se lancer depuis la France, je minimise les risques en tous les cas. C'est ça. C'est beaucoup plus simple de commencer par partir de ses bases françaises pour aller à l'international plutôt que se dire je vais créer tout de suite une filiale ou une usine à l'étranger où là, faut y aller plus prudemment. Ça permet de tester le marché. C'est ça. Ouais. Alors par contre, Francis, il y a un enjeu en France, c'est la capitalisation des entreprises, les fonds propres des entreprises, et c'est là où on peut dire que parfois le bas baisse. En fait, les entreprises sont parfois sous-capitalisées pour aller à l'international. C'est une des grandes faiblesses. Et souvent, d'ailleurs, c'est faute d'avoir été profondément sur le sujet. C'est ce qu'évoquait Éric. C'est-à-dire que c'est un vrai travail. On revient toujours à la source, avec une doxa. Le développement principal des entreprises passera par l'export, finalement. On peut le dire aujourd'hui. Le développement principal des entreprises, dans l'avenir, passera par l'export. Ainsi, quelle que soit la taille du projet, il doit être sérieux. On l'a évoqué, déjà structuré, réaliste, finançable et rentable dans la durée. Parce que quand on cherche des investisseurs sérieux, et quels qu'ils soient, des financeurs,
il faut leur présenter ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc un plan qui soit raisonnablement rentable à terme. Un business plan crédible. Sachant que le risque zéro n'existe pas, comme vous l'avez dit. Alors, pour se réaliser, le droit français en la matière est particulièrement structuré, efficace. Il peut s'affronter avec quelques réserves aux droits internationaux. C'est important. Il y a beaucoup de pays qui sont totalement à genoux. Parce qu'ils n'ont pas le droit qui va les défendre, qui va leur permettre d'aller devant le juge, si j'ose m'exprimer ainsi. Qui va les protéger. Voilà. Le statut juridique de l'entreprise doit être choisi avec précision. Le pacte d'associés, les banques qui s'engagent. Quelle doit être la situation économique d'une entreprise pour pouvoir se lancer à l'international et éventuellement s'implanter à l'étranger? Oui. C'est une question. Alors, c'est une question. Eric, peut-être vous avez peut-être une réponse. En tous les cas, toutes les entreprises, a priori, peuvent se lancer à l'international. Oui, mais oui, à condition d'avoir le produit nécessaire, d'abord. Ça, on parlait du produit tout à l'heure. Et puis après, d'avoir l'envie et la motivation pour. C'est-à-dire que s'engager à l'international, c'est aussi une décision de long terme. Et il faut bien réfléchir à ça, sauf à dire, voilà, j'ai un salon, je vais tester, là où ça peut être du one shot, comme on dit en bon patois savoyard. Oui. Mais sinon, c'est quand même plutôt une décision de long terme de se dire, tiens, allez, je vais partir à la conquête d'un marché en dehors de la France. Et pour ça, il faut se structurer pour, y compris mentalement. En sachant que au début, ça sera pas aussi facile qu'on croit, et comme dans tous les projets, de toute façon, la rentabilité sera pas aussi rapide et aussi forte qu'attendue, au moins au départ. Si je peux compléter ce que vient de dire Eric, pour faire un peu de philosophie, si j'ose m'exprimer ainsi, la capitalisation s'appuie également sur les compétences, les expériences, les énergies, les hommes, les femmes qui croient dans le projet. Et sans doute, à ce stade, éviter de raisonner comme des comptables, ce qui est un peu le cas aujourd'hui dans notre sociologie intellectuelle générale. Et qu'il faut sans doute repenser l'avenir. Oui, il faut croire en l'avenir en fait, c'est un peu ça l'idée. Repenser et croire en l'avenir, certainement. Oui. Ce qui est intéressant, ce que vous mêlez capitalisation et export, c'est que effectivement, non seulement l'actionnaire qui peut vous aider parce qu'il amène des moyens financiers, peut aussi vous aider parce qu'il amène un réseau, une expérience, et déjà une connaissance du pays où vous voulez aller. Et cette plus-value-là, on la sous-estime souvent. Exactement. Et elle n'est pas que financière, il n'amène pas que des euros pour construire une usine, mais il amène beaucoup plus que ça. Et effectivement, s'ouvrir à des capitaux extérieurs, passer le pas aussi, ce qui n'est pas simple pour un chef d'entreprise familial. J'écrivais la semaine dernière, le travail, c'est rien que le travail. Le travail, on peut en changer. On peut changer d'entreprise, on peut changer de pays, on peut changer de métier. Par contre, on n'a qu'une vie. Et donc, chaque dirigeant d'entreprise, chaque dirigeant, quel qu'il soit, doit d'abord s'intéresser au bonheur des gens avec lesquels il travaille. Ce sera un peu mon mot de conclusion, Alors, si vous me permettez, j'ai encore une autre question avant de conclure. Vous parlez d'actionnaire, effectivement. Comment on trouve un actionnaire aujourd'hui? Est-ce qu'on passe forcément par un business angel ou pas forcément? Loin de là, les business angels ont même des fois du mal à convaincre les chefs d'entreprise d'ouvrir leur capital. Comment on trouve un actionnaire? D'abord, on le cherche, ça paraît paradoxal de dire ça, mais la plupart des chefs d'entreprise ont du mal à se dire, tiens, je vais ouvrir mon capital. Ils cherchent confiance à quelqu'un d'autre. Ils cherchent des moyens, donc ils cherchent un prêt du banquier potentiellement, mais ouvrir le capital, ils n'ont pas tous l'ouverture psychologique nécessaire pour ça. C'est une autre source de financement. Trouver l'actionnaire, faut le chercher. Et après, il y a plusieurs biais. Il y a de la levée de fonds bancaire d'une part, business angel, vous les avez cités, mais des fonds d'investissement classiques aussi. BPI a toujours un effet de levier intéressant sur des financeurs. Donc, on peut commencer par trouver des soutiens BPI, et puis après, ça sert à convaincre des investisseurs institutionnels ou privés. Donc, il y a plusieurs moyens. Mais la première étape, c'est le chercher, donc être prêt à s'ouvrir. C'est vrai que c'est une des particularités de notre pays, qui est essentiellement constitué d'un maillage de petites entreprises. Et la force est faite. Moi, je suis très respectueux pour tous ceux qui créent une entreprise, pour l'avoir fait moi-même, à plusieurs reprises, avec des hauts et des bas, comme toujours, ou dans des grands groupes. Et le grand chef d'entreprise, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns, ce sont des hommes qui font confiance. Ils ont d'abord confiance en eux, et ils vont avoir cette capacité de faire confiance aux autres, ce qui est la différence avec les chefs d'entreprise qui parfois ont tendance à développer une autocratie et vont s'entourer de gens qui vont se mettre aux ordres, corvéables et malléables, et ils resteront
de petits chefs d'entreprise. Les grands chefs d'entreprise, ce sont des gens qui ont une capacité de délégation, de faire confiance et de construire des équipes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Sans les hommes et les femmes, l'argent n'est qu'un des éléments du parcours. Et une dernière question à vous deux. On est dans une période complexe d'un point de vue économique. On parle d'un chômage structurel de masse. On a cette inflation qui est structurelle maintenant, on peut le dire, en France. Est-ce que c'est le bon moment pour se lancer, ou est-ce que on peut se dire on peut attendre demain ou après-demain pour se lancer, ou malgré un contexte qui peut paraître défavorable, il faut quand même se dire il faut y aller? Allez, Francis me fait signe de tête. Ce coup-là, ça va pas te faire le métier difficile. Allez, d'accord, je prends la réponse. Je n'ai pas de boule de cristal, oui. Jérôme, je suis désolé, je ne sais pas si c'est le bon moment. Ce que je peux dire, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise que j'ai l'occasion de rencontrer dans le cadre de mon métier de journaliste avec Au Savoir Mont-Blanc voient de plus en plus l'export comme une véritable plus-value. Y compris ceux qui n'avaient pas du tout de regard sur l'export jusque-là, se disent, bon, il y a quand même moyen d'aller chercher des marchés. Ça ne veut pas forcément dire très loin, Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, l'Union européenne. On a la chance d'être à de nombreux pays. Mais de plus en plus d'entreprises se disent que, oui, l'export peut être une véritable plus-value. Pas forcément pour faire l'essentiel de son activité, mais ne serait-ce que pour mettre du beurre dans les épinards, si je peux me permettre l'expression. Et sans prendre en compte les contraintes politiques, parce qu'on sait que la politique dans les différents pays qui nous entourent peut être variable. Il faut peut-être s'affranchir de cette variable-là. Je serais tenté de dire que oui. C'est valable aussi pour notre propre pays. Notre politique est aussi très variable, donc il vaut mieux pas trop se baser dessus pour mener sa politique d'entreprise. Le pays est abîmé. Le XXe siècle a été un siècle très abîmé. Il faut souhaiter que le XXIe soit le siècle des réparateurs. Parfait. Écoutez, je pense que ça sera le mot de la conclusion, une belle conclusion de Francis Rowe, dirigeant de Simalp. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup à Éric Renevier, rédacteur en chef à Éco Savoie Mont-Blanc. Je rappelle la une du magazine cette semaine, coopérative de Yenne, le bon coup du lait. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Grand Lac. Il est 19h10. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle thématique. Nous aborderons encore un autre sujet. Je peux déjà vous faire la bande-annonce, puisque dans 15 jours, nous parlerons du financement des collectivités locales. Encore un autre sujet, puisque à l'échelle d'une commune, on fait aussi de l'économie. Il faut-il encore le rappeler? Et on le sait, en France, l'économie est largement subventionnée et la puissance publique est importante. Donc, c'est aussi important de le rappeler. C'est un autre sujet, bien évidemment. 19h10, merci beaucoup de nous avoir suivis. Alors, vous voyez, je suis toujours à l'antenne. 19h11, puisque j'ai encore quelques secondes pour vous parler. Donc, simplement vous dire que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Vous avez notamment la page Facebook de la radio si vous souhaitez interagir avec les animatrices et les animateurs. Et puis, n'oubliez pas également que nous sommes à la recherche de thématiques et de personnes qui peuvent intervenir. Vous avez une entreprise, vous avez un secteur d'activité, vous souhaitez effectivement communiquer sur votre business. N'hésitez pas à faire appel à Radio Grand Lac. Merci à toutes et à tous et passez une très bonne soirée.